Je n'avais jamais cru au Bigfoot jusqu'à ce que j'en découvre un, vivant dans les tunnels abandonnés du métro sous Seattle, dans l'État de Washington. Ce qui a suivi cette découverte s'est transformé en la semaine la plus terrifiante de toute ma vie. C'était en octobre 1998. J'avais 50 ans et je travaillais comme inspecteur des tunnels pour la direction des travaux publics de Seattle. Je m'appelle Robert Mitchell et depuis 20 ans, mon métier consistait à m'aventurer dans les espaces souterrains oubliés de la ville. Seattle possède des kilomètres de tunnels abandonnés, vestiges de projets d'infrastructures ratés, qui se détériorent lentement, tandis que la ville en surface oublie jusqu'à leur existence. Les ennuis ont commencé quand mon supérieur, Dave Patterson, m'a confié une mission. Des résidents de Arbor Avenue se plaignaient de bruits étranges provenant du sous-sol la nuit, des grondements et des coups qui les effrayaient. On m'a envoyé enquêter dans la section 9, près de l'ancienne station Pioneer, à une vingtaine de mètres sous le niveau de la rue. J'ai rassemblé mon équipement et je suis descendu par le point d'accès de Western Avenue. Le tunnel faisait 4,50 m de large, avec des parois en béton incurvées, tachées de dépôts minéraux et de moisissures. J'avais arpenté ces passages 2 fois par semaine pendant 20 ans, l'obscurité ne me dérangeait plus. Quand j'ai atteint la zone de la station Pioneer, tout semblait normal, jusqu'à ce que je remarque des traces de frottement sur le sol du quai. Elles étaient récentes et menaient vers un tunnel de maintenance qui partait du passage principal. Quelque chose de grand et de lourd avait été traîné sur le béton. J'ai suivi les traces dans le tunnel plus étroit. Le faisceau de ma lampe torche a révélé d'énormes empreintes de pas dans la boue. Elles mesuraient au moins 45 cm de long sur 20 de large, avec 5 impressions d'orteils distinctes. C'étaient des empreintes de pieds nus, bien trop grandes pour être humaines. La longueur de l'enjambée suggérait une créature de grande taille qui faisait de très longues foulées. J'aurais dû faire demi-tour, mais la curiosité m'a poussé à continuer. Le passage a tourné et a commencé à descendre pour s'ouvrir sur un réseau de grottes naturelles dont j'ignorais l'existence. C'est là que je l'ai senti, une odeur animale musquée, mêlée à quelque chose de terreux et de sauvage. J'ai entendu une respiration profonde et rythmée provenant de quelque part devant moi. Le faisceau de ma lampe a balayé les parois de la grotte jusqu'à ce qu'il se pose sur un visage massif avec une fourrure sombre couvrant des arcades sourcilières proéminentes et un nez large. Les yeux étaient grands et intelligents, me fixant droit dans les yeux avec une expression qui n'était ni tout à fait animale, ni tout à fait humaine. La créature mesurait au moins 2,40 m avec de larges épaules et de longs bras. Elle ne bougeait pas, se contentant de m'observer avec ses incroyables yeux ambrés. J'aurais dû être terrifié, mais quelque chose dans ce regard me tenait figé sur place. Il y avait là une intelligence évidente, une compréhension, peut-être même une curiosité égale à la mienne. Nous nous sommes regardés pendant ce qui m'a semblé des heures, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes. Puis, la créature a fait quelque chose qui a tout changé. Elle a levé une de ses mains massives et l'a agitée de gauche à droite dans un geste qu'on ne pouvait décrire que comme un salut de la main, un geste de bienvenue. Sans réfléchir, j'ai levé la mienne en réponse. La créature a émis un son grave et musical qui a résonné dans ma poitrine, puis elle s'est retournée et s'est enfoncée plus profondément dans la grotte, disparaissant dans une chambre latérale. Je suis resté là à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'était pas un animal dénué d'intelligence, c'était un être intelligent qui vivait sous Seattle sans que personne ne le sache. J'ai décidé de ne pas signaler ce que j'avais découvert. Je suis remonté à la surface et j'ai rédigé un rapport indiquant que les bruits étaient probablement dus à la pression de l'eau dans de vieilles canalisations. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ces yeux, à ce salut de la main. Les jours suivants, je suis retourné à la grotte pendant mes inspections. J'ai commencé à apporter de la nourriture, laissant des pommes et des sandwichs près de l'entrée de la chambre de la créature.
La nourriture avait toujours disparu lors de ma visite suivante. À ma 4e visite, j'ai découvert que la créature m'avait laissé quelque chose. Un galet de rivière lisse, posé exactement à l'endroit où j'avais laissé la nourriture. Une offrande, un échange. Mes mains tremblaient en le ramassant. Tout a basculé le mardi suivant. Je suis arrivé pour ce que je pensais être ma visite habituelle, et j'ai trouvé 2 jeunes hommes avec des lampes de poche et des appareils photo dans la grotte. Des explorateurs urbains qui avaient réussi à trouver un chemin jusqu'ici. L'un d'eux se dirigeait vers l'antre de la créature, l'interpellant, pensant avoir trouvé un campement de sans-abri. Je leur ai crié d'arrêter, mais il était trop tard. La créature a émergé, massive et imposante. Les étudiants ont hurlé. L'un d'eux a trébuché en arrière et est tombé, sa tête heurtant violemment le sol rocheux. Une flaque de sang s'est immédiatement formée sous son crâne. La créature a rugi, un son qui a fait tomber de la poussière du plafond. Mais elle n'a pas attaqué, elle est juste restée là, protégeant son espace, avant de se retirer dans l'obscurité. En moins d'1 heure, la grotte était remplie par les premiers secours. Les ambulanciers ont évacué l'étudiant blessé, Tyler Anderson, tandis que son ami, Derek Mason, faisait sa déposition à la police. Parlant de quelque chose d'énorme et couvert de fourrure. Les agents Jennifer Bradley et Marcus Thompson m'ont interrogé sur ce qui pouvait bien vivre ici. J'ai essayé de minimiser la chose, suggérant que c'était probablement un ours ou un sans-abri portant des vêtements épais. Mais l'inspecteur Thompson n'était pas convaincu. Il a organisé une fouille complète du réseau de tunnels pour le lundi matin dans 3 jours. J'avais 3 jours pour trouver un moyen de protéger la créature de ce qui l'attendait. Dimanche soir, bien après minuit, j'ai préparé mon équipement et je suis redescendu dans les tunnels. J'ai trouvé la créature dans la partie la plus profonde de la grotte, blottie dans un coin. Dans le faisceau de ma lampe, j'ai pu voir qu'elle était blessée. Elle avait une blessure par balle à l'épaule, les bords rouges et gonflés par l'infection. Un des policiers intervenus avait dû lui tirer dessus lors de la confrontation de vendredi. La créature m'a regardé approcher, mais ne s'est pas reculée. Ses yeux exprimaient de la douleur et quelque chose qui pouvait être de la confiance. Je me suis agenouillé avec ma trousse de premier secours. « Je vais t'aider », ai-je dit doucement. « Ça va faire mal, mais je ne te ferai aucun mal. » J'ai nettoyé la plaie aussi délicatement que possible. La balle avait traversé le muscle sans toucher l'os, mais l'infection s'était installée. La créature s'est tendue, mais n'a pas retiré son bras, n'émettant que de petits bruits d'inconfort. Quand j'ai appliqué une pommade antibiotique et enroulé de la gaze autour de ce bras massif, elle a observé mes mains avec une curiosité évidente, comprenant que j'essayais de l'aider. « Tu dois partir », ai-je dit, tout en travaillant. « Demain matin, cet endroit sera rempli de policiers. S'ils te trouvent, ils te captureront ou te tueront. » J'ai étudié les cartes. Ces grottes sont reliées à des passages qui mènent vers le nord, loin de la ville. Si tu suis les cours d'eau souterrains, tu peux parcourir des kilomètres sans remonter à la surface. La créature a de nouveau émis ce son musical, mais cette fois, il y avait de la tristesse dedans. Cette grotte avait été sa maison, et maintenant, je lui disais que même cet endroit caché n'était plus sûr. Lentement, la créature s'est levée et a commencé à rassembler des objets de son nid. Des couvertures, des récipients de nourriture, des objets brillants qu'elle avait collectés. Elle faisait ses bagages, se préparant à quitter le seul foyer qu'elle avait probablement jamais eu. Je l'ai aidée à rassembler ce qu'elle pouvait transporter, la gorge serrée par l'émotion. Ensemble, nous avons marché jusqu'au fond de la grotte où les passages les plus profonds menaient dans l'obscurité. Je pouvais entendre de l'eau couler quelque part devant nous, un ruisseau souterrain qui la guiderait vers le nord à travers des grottes inexplorées. La créature s'est arrêtée à l'entrée et m'a regardé. J'ai levé la main, paume en avant, le même geste que lors de notre première rencontre. La créature a levé la sienne également, m'imitant parfaitement.
Puis, elle a pressé cette main massive contre sa propre poitrine et m'a désigné du doigt un geste de gratitude, de connexion, d'adieu. Puis, elle s'est retournée et a disparu dans les ténèbres, s'enfonçant plus profondément dans la terre, suivant le bruit de l'eau. Je suis resté là un long moment, à écouter les bruits de ses mouvements s'estomper, le clapotis de l'eau lorsqu'elle est entrée dans le courant souterrain, l'écho de ses pas devenant de plus en plus lointain à chaque seconde. Quand je n'ai finalement plus rien entendu, je suis retourné dans les tunnels, des larmes coulant sur mon visage. J'ai émergé à la lumière du matin d'un monde qui venait de perdre un peu de son mystère. Le soleil se levait sur la silhouette de Seattle. Les gens commençaient leur journée, se rendant au travail, achetant leur café, complètement inconscients que quelque chose d'extraordinaire venait de s'échapper de sous leurs pieds. La fouille de la ville a commencé à 10 heures du matin, exactement comme prévu. J'ai rejoint l'équipe en tant qu'observateur. Il y avait 12 personnes au total, des policiers, un expert de la faune sauvage du département de la pêche et de la faune de Washington, des ingénieurs en structure et Dave Patterson qui supervisait l'opération. Ils ont fouillé chaque recoin du réseau de tunnels, chaque chambre. Ils ont fait venir des chiens pisteurs qui ont suivi des pistes olfactives mais les ont perdus au niveau du ruisseau souterrain. Ils ont photographié les traces de frottement, les empreintes de pas énormes, le nid abandonné. On dirait que quoi que ce soit, il a déguerpi, a dit l'expert de la faune en examinant le nid. Probablement effrayé par la confrontation de vendredi. Ces animaux, quelle que soit l'espèce dont il s'agit, ne sont pas stupides. Ils savaient qu'on reviendrait. « Qu'est-ce que c'était à votre avis ?» a demandé l'inspecteur Thompson. L'expert a secoué la tête. « Ça pourrait être un ours, bien que les empreintes ne correspondent à aucune espèce d'ours que je connaisse. Ça pourrait être un grand primate, bien qu'il ne soit pas censé y avoir de primates sauvages dans l'État de Washington. » Il a fait une pause, l'air mal à l'aise. « Je vais noter dans mon rapport qu'il s'agissait probablement d'un ours. C'est l'explication la plus logique que les gens ont besoin d'entendre. » Ils ont scellé la plupart des points d'accès après cela, installant de nouvelles grilles robustes et des serrures renforcées. Des panneaux d'avertissement ont été posés. Le tunnel de maintenance menant à la grotte a été bloqué par des barrières en béton. L'histoire a fait les gros titres locaux pendant quelques jours avant d'être oubliée par tout le monde, sauf par les théoriciens du complot qui en débattent encore en ligne. Tyler Anderson s'est complètement remis de sa blessure à la tête, sans aucun souvenir de la rencontre. L'agent Bradley a été muté dans un autre district 6 mois plus tard. L'inspecteur Thompson n'a plus jamais parlé de l'affaire. L'expert de la faune a pris sa retraite 2 ans plus tard et s'est consacré à la recherche sur les cryptides. Je suis resté à la direction des travaux publics pendant encore 7 ans avant de prendre ma retraite en 2005. Je ne suis jamais retourné dans cette grotte. Je n'ai jamais cherché le moindre signe de l'endroit où la créature aurait pu aller. Certains mystères ont tout intérêt à ne pas être résolus. Mais parfois, tard dans la nuit, je pense à ces cours d'eau souterrains et à ces réseaux de grottes qui s'étendent sur des kilomètres sous l'État de Washington, connectés d'une manière que nous n'avons jamais entièrement cartographiée. Je pense à la facilité avec laquelle quelque chose de grand et d'intelligent pourrait les parcourir sans être détecté, pour trouver de nouveaux endroits loin de toute interférence humaine. Je pense à ces yeux qui me regardaient avec une compréhension qui transcendait le langage. Au salut de la main, ce geste de bienvenue qui a jeté un pont entre les espèces, à la douceur avec laquelle elle a touché le bandage que j'avais enroulé autour de sa blessure, au galet de rivière lisse qu'elle m'a donné, que je garde toujours sur mon bureau, à la façon dont elle a pressé sa main contre sa poitrine et m'a désigné du doigt dans ce dernier instant. Un geste que j'ai rejoué dans mon esprit 1 millier de fois. J'ai 67 ans maintenant, et cette rencontre a eu lieu il y a 27 ans. Je n'en parle pas beaucoup. La plupart des gens ne me croiraient pas de toute façon.
Je n'ai pas besoin que l'on me croie. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vécu, et je sais que, par une nuit d'octobre 1998, j'ai aidé à sauver quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui existait dans les interstices de notre compréhension du monde, quelque chose qui méritait protection et respect plutôt que peur et violence. Ma fille travaille maintenant comme biologiste de la faune sauvage. Elle étudie les populations de gorilles des montagnes. Elle m'appelle toutes les quelques semaines et nous parlons de son travail, de l'intelligence qu'elle perçoit chez les animaux qu'elle étudie. Une fois, j'ai failli lui raconter mon histoire, mais je ne l'ai pas fait. Certaines expériences sont trop personnelles pour être partagées. Les tunnels abandonnés sont toujours là, sous Seattle, toujours scellés, toujours oubliés par la majeure partie de la ville en surface. La ville continue sa vie au-dessus, tandis que des grottes anciennes serpentent dans l'obscurité en dessous, suivant des chemins creusés par l'eau depuis des millions d'années. Et parfois je me demande si une autre créature a trouvé son chemin jusqu'à ces profondeurs, si elle s'est installée dans ces espaces sombres. Une partie de moi espère que non. J'espère qu'ils ont appris à se tenir à l'écart des villes, des humains, du danger que nous représentons. Mais si l'une d'elles est là-dessous, cachée dans l'obscurité, vivant tranquillement dans les espaces que nous avons oubliés, j'espère qu'elle est en sécurité. J'espère qu'elle reste cachée, parce que certaines choses sont destinées à rester des mystères. Certaines créatures méritent d'exister au-delà de notre savoir, de notre contrôle, de notre besoin incessant de cataloguer et d'expliquer tout ce que nous rencontrons. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance d'aider l'une d'entre elles à s'échapper, de lui rendre la liberté qui n'aurait jamais dû être menacée. Ce moment où elle m'a fait un signe d'adieu, où nos regards se sont croisés une dernière fois avant qu'elle ne disparaisse dans l'obscurité, reste le moment le plus significatif de toute ma vie. Voilà mon histoire. Voilà ce qui s'est passé en octobre 1998 sous les rues de Seattle, dans les tunnels abandonnés où une créature qui ne devrait pas exister s'était installée, avant de partir pour un endroit plus sûr, plus sauvage, un endroit où nous ne la trouverons jamais. Et c'est exactement ainsi que cela doit être. La fouille de la ville a commencé le lundi matin à 10 heures. J'ai rejoint l'équipe en tant qu'observateur. Ils ont fouillé chaque tunnel, chaque chambre. Ils ont trouvé la grotte, trouvé le nid, trouvé les empreintes de pas et les preuves que quelque chose avait vécu là. Mais ils n'ont pas trouvé la créature. On dirait que quoi que ce soit, il a déguerpi, a dit l'expert de la faune en examinant le nid abandonné. Probablement effrayé par la confrontation de vendredi. Ces animaux, ils ne sont pas stupides. Ils savaient qu'on reviendrait. Ils ont scellé la plupart des points d'accès après cela, installant de nouvelles grilles et de nouvelles serrures. L'histoire s'est tassée après quelques semaines, devenant juste un autre chapitre étrange de l'histoire souterraine de Seattle, un mystère débattu par les théoriciens du complot pour les années à venir. Je suis resté à la direction des travaux publics pendant encore 7 ans, avant de prendre ma retraite en 2005. Je ne suis jamais retourné dans cette grotte. Je n'ai jamais cherché le moindre signe de l'endroit où la créature aurait pu aller. Certains mystères sont faits pour rester des mystères. Mais parfois, tard dans la nuit, je pense à ces cours d'eau souterrains et à ces réseaux de grottes qui s'étendent sur des kilomètres sous l'État de Washington, connectés d'une manière que nous n'avons jamais entièrement cartographiée. Je pense à la facilité avec laquelle quelque chose de grand et d'intelligent pourrait les parcourir sans être détecté, pour trouver de nouveaux endroits loin de toute interférence humaine. Je pense à ces yeux qui me regardaient avec compréhension, à ce contact doux sur mon visage, au salut de la main d'une créature qui était censée ne pas exister. J'ai 67 ans maintenant. Cette rencontre dans les tunnels sous Seattle a eu lieu il y a 27 ans. Je n'en parle pas beaucoup. La plupart des gens ne me croiraient pas de toute façon, et ça me va. Je n'ai pas besoin que l'on me croie. Je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai vécu, et je sais que, par une nuit d'octobre 1998, j'ai aidé à sauver quelque chose d'extraordinaire,
quelque chose qui existait dans les interstices de notre compréhension du monde, quelque chose qui méritait protection et respect plutôt que peur et violence. Les tunnels abandonnés sont toujours là, sous Seattle, toujours scellés, toujours oubliés par la majeure partie de la ville en surface. Et parfois je me demande si une autre créature, comme celle que j'ai rencontrée, a trouvé son chemin jusqu'à ces profondeurs, si elle s'est installée dans ces espaces sombres. J'espère que non. J'espère qu'ils ont appris à se tenir à l'écart des villes, des humains, du danger que nous représentons. Mais si l'une d'elles est là-dessous, cachée dans l'obscurité, vivant tranquillement dans les espaces que nous avons oubliés, j'espère qu'elle est en sécurité, j'espère qu'elle reste cachée. Certaines choses sont destinées à rester des mystères. Certaines créatures méritent d'exister au-delà de notre savoir, de notre contrôle, de notre besoin de cataloguer et d'expliquer tout ce que nous rencontrons. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance d'aider l'une d'entre elles à s'échapper, de lui rendre la liberté qui n'aurait jamais dû être menacée. Voilà mon histoire. Voilà ce qui s'est passé en octobre 1998 sous les rues de Seattle, dans les tunnels abandonnés où une créature qui ne devrait pas exister a élu domicile pour un temps, avant de partir pour un endroit plus sûr, plus sauvage, un endroit où nous ne la trouverons jamais. Et c'est exactement ainsi que cela doit être.